Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue au magazine économique. Chaque dimanche 3 heures sur Radio Métropole et sur Télémétropole, le rendez-vous économique le dimanche soir à 7 heures. L'émission est disponible sur YouTube à n'importe quel moment et à travers le monde. Nous allons parler de sport, de football, foot business, la mondialisation de ce sport. Et pour le faire, nous avons un invité spécial venu de la France. Il s'agit de M. Pierrick Antonetti. Bonjour. Merci d'avoir répondu à l'invitation. Merci à vous de m'avoir invité. Qui est M. Antonetti? Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous faites en Haïti? Alors, qui je suis? Je suis avocat mandataire sportif en France, donc je représente des sportifs et plus précisément des footballeurs de haut niveau, de tout talent, première division, deuxième division, des jeunes dans les centres de formation. Et donc mon travail, c'est de gérer leurs intérêts, gérer leur carrière, négocier leurs contrats et dans le cadre de mon activité, je suis amené à toujours prospecter pour chercher de nouveaux talents, à faire émerger pour, dans la continuité, gérer leur carrière, négocier leurs contrats et discuter de tout cela avec les meilleurs clubs européens. En vous attendant, on peut parler de foot business, on peut parler de chaîne de valeur, d'usine de préparation, Oui, aujourd'hui... marketing, oui, merchandising. Oui, alors, ce sont des choses que je suis amené à gérer un petit peu dans le cadre de mon activité. Certains de nos meilleurs joueurs ont des contrats de sponsoring avec de grands groupes, de grands équipementiers. Donc ça fait partie un petit peu de mon activité. Et puis bon voilà, aujourd'hui le terme food business prend un sens un petit peu nouveau aujourd'hui quand on voit un petit peu ce qui se passe sur le marché européen, le marché des transferts. Donc aujourd'hui, plus que jamais, le football est un business et économiquement, ce qu'il génère en termes d'enjeux financiers est plus que jamais important et devient de plus en plus important. Pascal Boniface a écrit un livre, L'Empire du foot, comment le football a conquis le monde. Est-ce que vous estimez que c'est un grand marché mondial? Ce n'est pas le terrain de 45-90, un stade. Et lorsqu'on regarde les budgets des équipes de football, ça devient maintenant un empire. Comment vous voyez tout ça? C'est un grand marché mondial, évidemment. Bon, il suffit de s'intéresser à l'engouement que peut générer la Coupe du Monde de football et les enjeux financiers qu'il y a autour. Donc, bien évidemment que c'est un marché mondial. Et économiquement, oui, on peut parler aujourd'hui d'empire. Voilà, il suffit de s'intéresser au budget des plus grands clubs, au budget de la FIFA, au budget de l'UEFA et aux enjeux économiques qu'il y a derrière toutes ces compétitions pour comprendre que oui, on est sur véritablement un empire au sens propre du terme. Mais ce développement, est-ce que ça devient un produit également parfois? Que ce soit le football, on parle même du joueur qui devient un produit. Comment conserver l'importance de l'humain quand les jeunes ont beaucoup d'espoir, de rêve, mais finalement, il y a une vérité dure qu'ils ne réussissent pas parce que c'est quand même une pyramide avec très peu qui vont réussir. Vous mettez le doigt sur quelque chose d'extrêmement pertinent et de très juste, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a énormément d'appelés, je dirais, et tellement peu d'élus. Aujourd'hui, pour un jeune footballeur qui pratique le football en France, qui est le pays que je connais le mieux au niveau footballistique, un gamin qui évolue dans les petites catégories, les championnats amateurs, a une chance infime de réussir. Et même lorsqu'il a la chance d'être repéré et recruté par un centre de formation d'un club professionnel, ses chances de réussite reste somme toute très mince. Alors après, il faut définir un petit peu ce qu'on entend par réussite. Qu'est-ce qu'une réussite? Qu'est-ce que faire carrière? Voilà. Moi, je parle de carrière à partir du moment où on a effectué déjà, au sens juridique du terme, où on a obtenu plusieurs années des contrats professionnels et où on a pu se constituer aussi je dirais un capital sportif intéressant en termes de CV et de carrière, c'est-à-dire avoir joué un certain nombre de matchs en Ligue 1, en Ligue 2 pour la France, mais en première et deuxième division. Voilà. Après, c'est vrai que pour tous les autres, ceux qui jouent en troisième, quatrième division, ils arrivent à vivre
correctement de leur passion, mais on est très très loin du foot business tel qu'on le connaît et tel qu'on le voit à travers les médias. Voilà. Donc c'est très juste aujourd'hui, même en France, un bon footballeur aujourd'hui n'aura pas forcément la chance d'arriver au bout du cursus et de faire une carrière au sens où moi je l'entends. Expliquez-moi la pyramide française dans le monde du football. Ça commence à la base, les centres de formation pour arriver jusqu'à la Ligue 1. Donc, comment ça fonctionne? Alors, je trouve que le football français est extrêmement bien organisé. Vous êtes champion du monde après tout. Voilà, ça, il faut le reconnaître. C'est ça, la France est championne du monde. Donc, il y a quand même derrière tout ça, toute une organisation qui a été mise en place par la Fédération française de football, qui reçoit une délégation de l'État d'ailleurs pour gérer ce sport et gérer le football. C'est très bien fait, hein, sous la houlette d'un président de très très grande qualité qui est Noël Le Graët. Mais c'est un travail de longue haleine qui a été fait. Donc comment ça fonctionne aujourd'hui en France? Aujourd'hui en France, et ça je pense qu'il faut le rappeler même parce que c'est quelque chose qui transcende les pays, les nationalités. À la base, le football ne peut être qu'une passion. Il faut aimer jouer au football. Et en France, comme dans n'importe quel autre pays, les enfants jouent au football au départ par passion. Ils peuvent commencer aux alentours de 4-5 ans. Comment ça se passe? Le maillage territorial, je dirais, en termes de clubs est extrêmement dense. Vous avez énormément de clubs de football, c'est-à-dire que pour un enfant qui souhaite jouer au football, c'est extrêmement facile. Il suffit qu'il demande à son papa et à sa maman et juste à côté, il trouvera un club avec des bénévoles, des éducateurs qui lui permettront de goûter déjà à ce sport. Et les infrastructures sont là, assurées par l'État? Bien sûr, les infrastructures sont là. Alors, par l'État, oui et non, ce sont les collectivités locales. Voilà. Ce sont les collectivités locales qui financent les infrastructures sportives. Et bien évidemment, sans infrastructures sportives, pas de sport ou des difficultés à développer un sport. Ça, c'est une certitude. Donc les infrastructures sont là. Et donc, il y a toute une organisation, des clubs qui sont constitués sous forme d'associations. Voilà. Ce sont des associations donc, qui n'ont pas de but lucratif. Et ça commence comme ça. On évolue jusque dans les catégories, voilà, pour les plus jeunes, ils vont évoluer jusqu'aux catégories U11, U12, U13. Et c'est à ce moment-là que les premières détections entre U11 et U13 se font. C'est-à-dire que le football étant plutôt bien organisé, vous avez parlé de pyramide, mais l'image est très pertinente puisque vous avez les clubs de la base, des clubs de niveau district, de tout petit niveau, qui ne gèrent que des petites catégories. Et puis ensuite, vous avez d'autres clubs amateurs qui sont structurés de façon un peu plus importante, qui ont des éducateurs qui ne sont plus forcément des bénévoles, et donc qui déjà pratiquent une sélection, une première sélection, et ça peut se faire dans les petites catégories, hein. Alors moi par exemple, pour parler de ce que je connais dans la région où j'évolue et où j'ai mes bureaux, je suis à Nice. Voilà. Bon, dans la région de Nice, vous avez plein de petits clubs, et puis vous avez des clubs qui ont une dimension, je dirais, départementale, et qui drainent, qui attirent déjà les meilleurs footeux du département. Voilà. Et puis ensuite, voilà, à l'âge de 12-13 ans, c'est là que le gros de la détection va se faire. Il y a des recruteurs de clubs professionnels qui tournent, qui connaissent bien tous ces clubs intermédiaires de niveau départemental et qui donc vont observer des jeunes de 11, 12, 13 ans. Il y a aussi un travail qui est fait par la fédération. En fait, la fédération décentralise une partie de l'organisation des championnats et de la détection des joueurs. Donc, il y a la fédération, on a ensuite des ligues régionales et en dessous, on a des districts. Chaque district, pour des catégories d'âge de 13 ans à 15 ans, organise chaque année ce qu'ils appellent des brassages, de grandes détections aussi, où tous les clubs peuvent envoyer les meilleurs joueurs de la catégorie concernée. Et donc, il y a ce qu'on appelle des CTD, ce sont des conseillers techniques départementaux, qui observent, qui sélectionnent eux aussi et qui créent des sélections locales
Donc tout ça crée une concentration de joueurs qui permet à des détecteurs, des recruteurs de clubs professionnels de venir observer les joueurs et de détecter les meilleurs talents. Il y a aussi ce qu'on appelle les pôles espoirs. Alors les pôles espoirs, ce sont des instituts qui ont été organisés par la Fédération française sous le modèle de l'INF Clairefontaine. Je ne sais pas si ça vous parle, l'INF Clairefontaine, c'est sur la région parisienne. C'est un pôle de préformation sur les U14 et les U15. Donc ils ont créé de manière décentralisée des pôles espoirs, ce qu'ils appellent des pôles espoirs, dans toutes les régions aussi, qui permettent aussi à des jeunes de 13 ans d'être détectés, sélectionnés, d'intégrer le pôle en U14, U15. Voilà. Donc, je dirais que le travail est un petit peu mâché pour les clubs professionnels, puisque la façon dont le football est organisé et structuré leur permet d'avoir un contact facile et rapide avec les meilleurs profils et les meilleurs potentiels. Voilà. Et donc, entre l'âge de 13 ans et 15 ans, les footballeurs peuvent signer, les jeunes footballeurs, les footballeurs en herbe, peuvent signer ce qu'on appelle les accords de non-sollicitation, c'est-à-dire signer des pré-contrats pour intégrer un centre de formation. Avec paiement? Alors, aujourd'hui, oui, on voit ça, c'est-à-dire... À 15-16 ans? Oui, alors vous avez alors, le parent qui signe ou le jeune? Alors, normalement, c'est pour le jeune, mais le paiement, en fait, ne peut intervenir normalement qu'à partir de 16 ans, le moment où contractuellement, il est engagé sous la forme d'un contrat de travail. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a des enjeux qui sont tels sur des joueurs de plus en plus jeunes qu'il y a des clubs qui, dans leur fonctionnement, ont intégré cette donnée financière. Et, en moyenne, ça pourrait faire quoi? Le meilleur jeune? Ça peut aller. Alors, moi, je ne peux pas vous donner de chiffres précis, puisque aujourd'hui, je n'ai pas d'éléments concrets que j'ai eu sous les yeux. Mais un paiement mensuel? Non, ce n'est pas un paiement mensuel. Pour la signature, il peut y avoir des primes à la signature. Okay. Et ensuite, le joueur, lorsqu'il va entrer au centre de formation, il est sous contrat de travail. Et là, à ce moment-là, il a un salaire, il a un paiement mensuel. Et on peut arriver, alors, j'ai plus les chiffres exacts en tête, mais en règle générale, il y a la charte du football détermine des minimums. Okay. Voilà. Donc, pour les joueurs qui vont signer, la plupart des joueurs, ils se situeront sur des minimums. Donc, on est, alors si vous voulez des chiffres, je peux vous en donner, c'est aux alentours de 600-700 € mensuels pour un jeune qui est dans la structure, qui est en plus, qui a des avantages en nature, ce qu'on appelle des avantages en nature, puisqu'il est nourri, il est logé. Mais après, j'ai entendu des chiffres pouvant aller jusqu'à des joueurs de l'INF Clairefontaine qui intéressaient les plus grands clubs européens et qui ont intégré des structures, des centres de formation français avec des primes à la signature pouvant frôler le million d'euros. Voilà. Donc les enjeux aujourd'hui sur les jeunes, les enjeux financiers sont de plus en plus importants. Voilà. Et donc, pour poursuivre un petit peu sur le cursus, ils signeront des accords de non-sollicitation. En règle générale, ces pré-contrats sont non rémunérés, mais il peut arriver qu'il y ait des rémunérations. Et puis ensuite, ils intègrent le centre de formation à U16. Voilà. Et de U16 jusqu'à U18, U19, ils ont tout un cursus, tout un parcours de formation, d'entraînement, d'horaires aménagés. La scolarité est prise en charge par les clubs. Bien ils continuent, ils vont à l'école? Ils vont à l'école, bien sûr. Ils continuent à aller à l'école. C'est au niveau du centre de formation? C'est au niveau du centre de formation que c'est géré. Alors, il y a différents modèles ensuite. Yeah. Vous avez l'AS Saint-Étienne qui externalise la scolarité, ce que je trouve plus intéressant à titre personnel parce que ça permet aux jeunes de sortir un peu du centre de formation, de rencontrer d'autres jeunes et de garder un contact avec la réalité. Aujourd'hui, on dit que les footballeurs sont déconnectés, les footballeurs qui ont réussi, mais je pense que les centres de formation en France, en tout cas, ne les aident pas forcément puisque pour certains, dans certains clubs, ils vivent en vase clos, c'est-à-dire qu'ils ont des profs qui sont mis à leur disposition et la scolarité est totalement prise en charge par le club. Voilà. Et je suppose qu'ils étudient l'anglais parce que les centres de formation de la France produisent tellement pour l'Angleterre. Alors, ils étudient l'anglais, mais vous savez, alors j'ai constaté une chose, c'est qu'en Haïti, les Haïtiens ont des prédispositions pour les langues qui sont vraiment intéressantes. L'espagnol, l'anglais, exactement. Tout ça. Mais pas en France, moins en France, beaucoup moins. C'est vrai? Ouais, beaucoup moins. Avant de prendre la pause, qu'est-ce que ce centre de formation, à savoir le modèle est totalement différent du modèle américain, qui est basé sur l'éducation. Vous savez, c'est un pays très sportif, mais c'est le secondaire, c'est l'université. Et il y a des joueurs
21 ans qui sortent de l'université, 22 ans aux États-Unis, qui n'ont pas touché un sou, hein, juste une bourse d'études. Donc c'est deux modèles tout à fait différents. Hein. C'est très très différent. Je pense que les enjeux aujourd'hui financiers sont tels sur les jeunes joueurs en Europe il va y avoir mécaniquement une extension. Je veux dire, aujourd'hui on le constate même sur les pays africains qui exportent entre guillemets, parce que j'aime pas ce terme lorsqu'on parle d'êtres humains, mais c'est un peu l'idée, c'est-à-dire que aujourd'hui les enjeux financiers sont tels qui vont toucher des continents qui ne l'étaient pas forcément il y a 10-12 ans de ça, et je pense que mécaniquement aujourd'hui, si le Real Madrid met en place d'une manière ou d'une autre, ou le Barça, je parle d'un grand club européen, un système de détection des meilleurs talents aux États-Unis, où en plus il y a des populations hispaniques importantes. Donc il y aurait un intérêt au niveau ne serait-ce que linguistique pour l'Espagne de mettre en place de telles détections. Je pense que les enjeux financiers sur des joueurs de 15-16 ans peuvent intervenir même sur le marché américain, alors que le modèle est totalement différent, parce que aujourd'hui le Real Madrid, le FC Barcelone, le Manchester United, la Juventus de Turin se font une concurrence telle sur le marché des footballeurs qu'ils essayent de les récupérer de plus en plus jeunes pour être certains d'avoir les meilleurs talents pour leur équipe première. C'est ce qui s'est passé un petit peu pour Lionel Messi, qui a été récupéré à l'âge de 12-13 ans, je crois, en Argentine. Voilà, donc les États-Unis ne sont pas forcément à l'abri de ce modèle-là. Je ne sais même pas si on peut parler de modèle. Je pense qu'aujourd'hui, ce sont les enjeux financiers sur les jeunes footballeurs qui font que des structures aujourd'hui se sont mises en place telles qu'elles existent. Tout à fait. On va prendre une pause, mais vous avez préparé pour nous la transition. Vous avez parlé d'Afrique. Et vous êtes en Haïti, je suppose qu'il y a un intérêt quand même pour ce circuit. On prend la pause, on se retrouve dans quelques instants pour la deuxième partie de l'émission. Mettez pour mettre, bipiti 50 000 gouttes. 7% à bon petit temps, ou bénéficier 7% obligé. Allez, oh, Carole, sans régler comme ça même, pas voir du tout. Ah, activité fait pas de temps. Au contraire, son petit temps prend là pour venir renouveler l'obligation BRH. Vous entendez parler de l'obligation BRH. Qui s'allie même? Obligation BRH, c'est un produit banque centrale mettez sous marché pour faire l'argent fait petit. Débouquer pour petit 50 000 gouttes ou qu'à mettre dans l'obligation BRH qui rapporte 7% d'intérêt chaque année. 7% d'intérêt chaque année? Ça bon net, oui. Et puis son petit dollar, je vais l'acheter pour me serrer, oui, Fanny. Ah, pas jouer nos machins. Qui a fait acheter dollar serré ça? S'il descend ou bon, s'il monte, BRH a mettre un petit plus sous 7% là. Qui donc pas de perdu nos machins. D'ailleurs, c'est renouvelé l'obligation BRH là pour 3 mois. Et puis qui côté exactement ma jeune produit ça? Vous avez dans toute banque yo, à toute coopérative qui dans fédération yo, à dans l'autre institution financière yo. Eh bien, avec obligation BRH, tout j'aime gagner. Ou fin parler Carole, malé. Kounia, gen plus avantage toujours l'entrée dans l'obligation BRH. Si vous faites le fait 3 mois, BRH a boss 7% intérêt. Si c'est 6 mois, intérêt à 7,25%. Et puis, si quoi vous faites une année dans l'obligation BRH, vous avez 7,50% intérêt sous maman l'argent. Mettez pour mettre. Les campés à côté, la défense intérêt. La fais affaire marché, toujours Jean ou tablé, ou toujours faire confiance, passer le bas ou performance, ou satisfait sans mode, lorsque client Sogé Bank, Sogé Bank, toujours bas côté mes amis, Sogé Bank, toujours bas côté, Sogé Bank, toujours bas côté mes amis, Sogé Bank, toujours bas. Vous suivez le magazine économique sur Radio Métropole chaque dimanche 3h et sur Télémétropole le dimanche soir à 7h. Cette émission est disponible sur YouTube. On parle de football, oui. L'industrie qui est vraiment très complexe et l'aspect géopolitique, l'aspect juridique. Et nous avons un expert, M. Pierrick Antonetti, qui nous explique un petit peu tout ce maillage, pas simplement à l'intérieur de la France. On a commencé avec la France.
et on parle international. Et vous êtes en Haïti juste pour le tourisme? Pas du tout. Pas du tout. Je suis en Haïti. Qui vous a emmené en Haïti? Alors, c'est Monsieur Lescouflair. Ah bon? Ce monsieur est encore dans le football? Ce monsieur est encore dans le football. Bon, il a des activités multiples. J'étais tout jeune lorsqu'il me prenait la main pour aller au football. Je pensais qu'il est assez vieux maintenant pour laisser tout ça. Non, il continue, il a une énergie débordante. Je disais à l'un des dirigeants du club sportif Saint-Louis, dont Monsieur Lescouflair est présent, je disais, je pense qu'il nous enterrera tous, il sera là à notre enterrement parce qu'il a une énergie qui est exceptionnelle pour son âge. Non, mais les anciens du club espèrent avoir et l'emmener au cimetière. C'est nous qui allons l'emmener. On verra, l'avenir nous le dira. Voilà, donc oui. c'est Monsieur Lescouflair qui m'a fait découvrir Haïti. Ça s'est fait de façon très surprenante puisqu'il cherchait des opportunités pour les jeunes, mais voilà, c'est le combat de Monsieur Lescouflair depuis des années, c'est-à-dire il cherche des opportunités pour les jeunes haïtiens de réussir, que ce soit en termes de scolarité, mais aussi dans le football et j'imagine dans d'autres. Mais avec autant de jeunes Français intéressés au foot dès l'âge de 4-5 ans, comment peut-on avoir de l'espace pour attirer les Africains, les Haïtiens? Très bonne question. Très bonne question. Alors, à un moment donné, le talent ne se démultiplie pas à l'infini. Je veux dire, il y a des contraintes statistiques, mathématiques, démographiques, qui font que aujourd'hui, les clubs français, ils se battent en règle générale tous pour les mêmes talents. Aujourd'hui, l'AS Monaco repère un jeune joueur en région parisienne. Si l'AS Monaco l'a repéré, l'AS Saint-Etienne aussi, il va y avoir une concurrence féroce pour attirer donc il y a des détecteurs partout, sur tous les petits terrains pour déterminer le prochain Mbappé. Exactement, ils sont à la recherche du futur Mbappé. Et donc, à un moment donné, comme je vous dis, le talent ne se démultiplie pas à l'infini. Et donc, on est sur des réservoirs de population. Démographiquement, les talents ne peuvent pas se multiplier. Donc, il faut aussi savoir s'ouvrir et il faut savoir aller les chercher ailleurs. Il y a une donnée économique. Aujourd'hui, c'est vrai que le football français est extrêmement ouvert sur l'Afrique. De nombreuses académies se sont constituées en Afrique. Donc, vous allez sur le terrain même? Ah oui, okay. Oui, je vais sur le terrain même. Et c'est un peu dans cette idée-là que je suis moi aujourd'hui en Haïti, c'est que l'Afrique s'est bien développée ces dernières années. Ils ont constitué des académies et aujourd'hui, la concurrence y est féroce aussi pour attirer les meilleurs talents. Moi, en tant qu'agent, je suis là aussi pour proposer mes services aux meilleurs footballeurs qui souhaitent avoir une gestion de leur carrière qui soit une gestion professionnelle. Mais on est nombreux, nous aussi les agents. Et pareil, on essaye de découvrir les meilleurs talents, de leur proposer nos services, mais le talent ne se démultipliant pas, il faut être capable d'aller le chercher aussi. Voilà. Quel est votre calendrier? Qu'est-ce que vous avez fait en Haïti depuis votre départ, votre arrivée jusqu'à votre départ? Quelles sont les activités que vous avez réalisées? Alors aujourd'hui, on est dans des phases de détection qui sont organisées par le club sportif Saint-Louis, on fait ça chaque année. Après, on est aussi dans de l'étude de projet. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, mon idée, mais après, voilà, il y a toute une logistique derrière, des discussions à avoir avec le président, M. Lescouflair, principalement pour savoir comment s'adapter aux réalités haïtiennes. Mais le projet, c'est de faire une académie, non pas sur le mode français, mais sur le mode un peu africain. Aujourd'hui, vous avez des académies comme Génération Foot qui ont sorti des joueurs comme Sadio Mané qui joue aujourd'hui à Liverpool. Je veux dire, je pense que le football haïtien a ce potentiel footballistique parce qu'il y a une véritable passion, parce qu'il y a une population qui est très jeune. Et aujourd'hui, je pense qu'on évolue sur un territoire qui est totalement vierge, où il y a tout à faire. Voilà. Mais on a des référentiels et on a une idée du chemin à suivre pour permettre aujourd'hui à un plus grand nombre de talents haïtiens d'émerger. Aujourd'hui, le constat qu'on fait, c'est que sur le marché du football européen, des footballeurs haïtiens de premier plan jouant la Champions League dans les meilleurs clubs des meilleurs championnats, il n'y en a pas eu. Mais ça ne veut pas dire que dans le futur, il n'y en aura pas. Et je pense que c'est notre mission et c'est aussi notre objectif. Vous avez été sur le terrain de jeu, vous avez vu quelques jeunes dire tiens, celui-là, il peut vraiment arriver au plus haut niveau? Oui, on en a vu.
Alors, aujourd'hui, on est sur du football vraiment très basique. Parce qu'aujourd'hui, l'accès au football est quand même, somme toute, extrêmement compliqué pour les jeunes de la zone métropolitaine, mais pour tout le pays. Donc, donc le niveau par génération est inférieur au niveau général que je peux trouver sur une génération équivalente en France. Mais parmi ces jeunes, on voit des garçons qui ont de véritables prédispositions. Et en plus de cela, ils ont des prédispositions qui sont naturelles. Il n'y a rien qui a été travaillé chez eux. Je veux dire, un jeune Français, il commence dans un petit club juste à côté de chez lui. On va lui apprendre des bases du football en termes de coordination, les principes de base, les passes, le déplacement, la conduite de balle. Chose que les petits Haïtiens ne peuvent pas faire parce qu'ils n'y ont pas accès. Et malgré cela, on trouve des jeunes de 10, 11, 12, 13 ans qui naturellement ont ces prédispositions. Et c'est ça qui est extrêmement intéressant. C'est la question qui se pose, c'est si on est capable de véritablement les faire travailler avec un véritable encadrement compétent, je suis persuadé qu'on peut en amener 1, 2, 3 vers le plus haut niveau européen, et puis d'autres aussi vers des niveaux pourquoi pas, de première division sur des championnats en France, Donc, Belgique, après la Suisse, détection, vous les prenez à peu près à 12-13 ans en Haïti également? Non. Vous cherchez à quel âge exactement? Non, alors nous, les détections, on se fonde un petit peu sur ce qui se fait dans les autres pays, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la détection des potentiels se fait entre 11 et 13 ans, c'est ce qu'on fait. 13 ans. Mais on continue quand même à travailler sur les joueurs de 14, 15, 16 ans. Okay. Il ne faut pas les oublier. Et il y a un travail qui a été fait déjà par le club sportif Saint-Louis depuis plusieurs années. Ils ont fait un super travail sur les joueurs de 15, 16, 17, 18 ans, qui ont permis par exemple à un jeune footballeur tel que Karl-Heinz Arcus d'émerger aujourd'hui en Europe. Il a 22 ans, il joue dans un club de Ligue 2 française, mais un club de Ligue 2 de premier plan avec de grandes ambitions. Et donc ce travail sur les joueurs de 15, 16, 17, 18 ans, il faut continuer à le faire, okay. Mais je pense qu'il va falloir aussi à terme travailler sur des populations plus jeunes. Donc c'est pour ça qu'on fait un suivi des joueurs qu'on a pu repérer, on essaie de voir s'ils ont évolué, qu'est-ce qu'ils sont devenus, d'essayer d'en trouver d'autres aussi. Karl-Heinz est parti à quel âge? Karl-Heinz est parti, il avait 18 ans. 18 ans. Il avait 18 ans. Donc arrivé à 18 ans, il intègre un club. Il intègre un club en post-formation, ce qu'on appelle la post-formation. Okay. Donc un club professionnel. Il signe un contrat, voilà, puisque pour pouvoir être muté, on appelle ça une mutation. Un transfert, le terme juridique, c'est une mutation. Pour qu'il puisse y avoir une mutation internationale, il faut qu'il ait un contrat. Donc le jeune footballeur, à partir de 18 ans, peut signer en Europe un contrat. Le jeune footballeur haïtien ne peut pas signer avant 18 ans, puisque les règlements FIFA l'interdisent. Donc, aujourd'hui, détecter un jeune de 11, 12, 13 ans, 14 ans pour l'envoyer faire des essais en France peut avoir du sens pour lui montrer un petit peu le niveau, pour promouvoir le football haïtien auprès des centres de formation français, mais ça n'a pas de sens en termes économiques puisqu'il ne peut pas signer. Voilà. Et c'est à nous de faire ce travail de prise en charge. Et comme avocat mandataire, vous connaissez tout ce qui se passe, les droits et les devoirs de chacun. Exactement, on contrôle tout ça. Maintenant, Karl-Heinz, quelle relation qu'il va avoir avec le club Saint-Louis après avoir signé à l'extérieur? Qu'est-ce que le club en bénéficie? Alors, le club, il peut bénéficier de nombreuses choses. Déjà, lorsqu'il signe en Europe, il y a une possibilité de négocier ce qu'on appelle un transfert. En règle générale, ce sont des petites sommes, voire rien du tout. Aujourd'hui, le club sportif Saint-Louis, par exemple, sur son modèle de travail, c'est un modèle de promotion des footballeurs. Il n'y a pas véritablement de modèle économique derrière. Voilà. Mais je pense qu'il est possible de créer un modèle économique pour le futur. Donc, pour les Karl-Heinz du futur, je dirais, il est possible de faire un transfert et de les faire signer dans un club européen. Ça, c'est la première étape. Et donc, économiquement, déjà, ça a du sens. Transférer des joueurs. En règle générale, ça va se passer comment? Les clubs français misent sur un potentiel. C'est du gagnant-gagnant, partenariat gagnant-gagnant. Le joueur réussi, c'est bénéfique pour le club français qui l'a recruté, ça doit l'être pour le club qui l'a formé. Donc il y a des intéressements aussi sur transferts futurs qui peuvent être négociés. Un exemple, dire je recrute tel joueur chez vous. Aujourd'hui, je ne vous donne rien. Mais demain, si je revends ce joueur en l'ayant valorisé sur le marché européen,
je vous laisse un intéressement de 20%. Et je suis protégé par la FIFA et la Fédération française comme club local en Haïti. Oui, il y a alors tout un ensemble, toute une réglementation qu'a mis en place la FIFA, et notamment pour protéger, c'était les clubs africains du pillage économique qu'ils subissaient. Donc, il y a deux systèmes de protection. Le premier système de protection des clubs formateurs sont ce qu'on appelle les indemnités de formation et le mécanisme de solidarité. Aujourd'hui, un club européen ne peut pas venir recruter un joueur à l'étranger sans payer des indemnités de formation, ce qui permet au club formateur d'être en position de négocier quelque chose. Il ne peut pas partir libre, sans aucune contrepartie. Ça, c'est le premier point. Le mécanisme de solidarité aussi permet de financer les clubs formateurs dans des pays de zones plus défavorisées où économiquement les choses sont beaucoup plus difficiles. Et donc là, le mécanisme de solidarité, il va permettre de financer ces clubs-là lorsqu'il y a des transferts internationaux. Lorsque Neymar signe de Barcelone au PSG, il y a une mutation internationale avec un transfert extrêmement conséquent. 200 millions d'euros. 200, oui, c'était 222, je crois, pour être exact. Et donc, il y a 5% de cette somme-là qui doit être reversée par le club qui rachète le contrat du joueur au club qui l'ont formé entre l'âge de 13 et 23 ans, sur 10 années. Donc, le contrat de Neymar n'intéresse pas exclusivement le FC Barcelone. Exactement. Donc le club brésilien qui a préparé Neymar va en profiter également. Va en profiter. J'ai eu des cas, alors c'était le cas d'un footballeur français qui a signé à la Fiorentina, parti de Saint-Etienne, il a signé à la Fiorentina, et un club local formateur avec lequel je travaille et qui me demandait des conseils au niveau juridique, a reçu un message de la Fiorentina disant voilà, vous allez percevoir telle et telle somme puisque telle année et telle année, le joueur était chez vous. Dois-je vous dire que vous êtes dans une émission économique, hein? Oui, je l'avais compris. Est-ce qu'un investisseur haïtien pourrait se dire, ah tiens, pourquoi ne pas créer une académie locale, trouver des joueurs au niveau national, les regrouper et les placer sur les marchés internationaux avec des agents comme vous? Et nous, on va en profiter doublement. On regarde un Haïtien sur le petit écran jouer à Paris Saint-Germain ou encore à Metz. Et on va faire de l'argent avec ça. C'est ce que vous nous dites là? C'est ce que je vous explique. C'est-à-dire que ça serait extrêmement bénéfique à la balance commerciale du pays, très clairement, parce qu'il n'y a pas que des retombées économiques comme le café, le cacao. Voilà, il y a un vrai potentiel aujourd'hui. Les services. Il y a un vrai potentiel. Mais au-delà de ça, le footballeur haïtien qui réussit en Europe va effectuer des investissements dans son pays. Il va acheter une maison, peut-être pour sa famille. Il va y acheter une voiture pour quand il revient en vacances. Donc, le Brésil en bénéficie considérablement dans le football. Exactement. Et à côté de nous, et puis dominicaine, dans le baseball, ça marche très fort. J'imagine. Yeah. Ce sont des domaines que je connais moins, mais j'imagine. Donc, évidemment, il y a un sens économique à tout ça. Je peux vous raconter l'histoire, par exemple, d'un monsieur qui est malheureusement décédé, qui avait monté une académie au Ghana. Avant lui, le Ghana ne produisait aucun footballeur. C'est-à-dire, moi, je vous mets au défi de me citer un footballeur ghanéen de premier plan, de top niveau, européen, qui a joué la Champions League, tout ça, avant les années 90. Il n'y en avait pas. Et ensuite, il y a eu Michael Essien, pour le plus connu, mais il y a eu Asamoah Gyan, il y a eu Muntari, enfin, il y a eu beaucoup de joueurs qui ont émergé. En fait, ce monsieur, son histoire, c'est qu'il s'est dit, c'était un monsieur, un entrepreneur local, aisé, qui avait des moyens financiers conséquents, et qui a dit, je vais créer mon académie, et je vais prendre les meilleurs joueurs du pays. Et il était le seul à faire ça. Donc, il avait l'exclusivité sur les meilleurs talents du pays. Et il a mis en place quelque chose de très cohérent, mais c'est un investissement de long terme. Hein. Attention, hein. C'est un investissement de 7 à 10 ans, parce qu'on ne forme pas des joueurs en 6 mois, 1 an. Voilà. Ou difficilement. Aujourd'hui, nous, avec le club sportif Saint-Louis et peu de moyens, on arrive à faire des choses extrêmement intéressantes. Mais il faut se rendre compte que c'est un travail formidable qui est fait par le club sportif Saint-Louis. Mais aujourd'hui, un investisseur pourrait
suivre le chemin de cet investisseur ghanéen qui ensuite vendait les joueurs, vendrait les contrats de joueurs sur le marché européen. Michael Essien, il a sorti, Muntari, Asamoah Gyan, des joueurs où il y avait des enjeux économiques phénoménaux derrière ça. Et sans compter les quelques joueurs qui ont fait une carrière très honorable sur le continent européen. Il n'y a pas que la Champions League. Je veux dire, un footballeur de Ligue 2 gagne très bien sa vie. Il peut y avoir des transferts sur un footballeur de Ligue 2 qui signe en Ligue 1. Et il peut y avoir des retombées économiques qui peuvent se chiffrer et qui seront toujours intéressantes pour le pays. En France, vous venez de signer un contrat parce que le football, c'est plus maintenant à avoir des spectateurs au niveau du stade. Vous faites partie des 5 championnats maintenant avec plus de milliards de droits de télévision à partir de 2020. On parle de 1 milliard et quelques 100 millions d'euros. Est-ce que vous estimez que ce marché, ces droits de télévision, peuvent faciliter également ce genre d'investissement dans les académies? Parce que les clubs maintenant, le budget dépend considérablement des droits de télévision. Exactement. Alors, ça a une influence mécanique. C'est-à-dire que plus les clubs européens ont des moyens, plus les transferts sont importants, plus les enjeux économiques autour des footballeurs en Europe sont importants. Et donc, plus la valeur du joueur que vous allez proposer en Europe va s'accroître. C'est mécanique. Voilà. C'est-à-dire que la demande de joueurs européens aura nécessairement une conséquence sur l'offre et les prix augmenteront mécaniquement. Donc, bien évidemment que l'accroissement des droits télé avec, c'est vrai, la renégociation récente des droits télé en France sont une opportunité aujourd'hui pour les académies en Afrique et je pense pour le football haïtien. Nous allons prendre une pause avant la dernière partie de l'émission. Vous suivez le magazine économique. Oui, c'est bien le magazine économique. On parle de foot. J'aime bien le foot. C'est une bonne occasion en quelque sorte pour faire le foot business. On prend la pause, on se retrouve dans quelques instants pour la troisième et la dernière partie de l'émission. Mettez pour mettre, bipiti 50 000 gouttes. À bon petit temps, vous bénéficiez 7% obligé. Oh, Carole. Sans régler comme ça même, pas voir du tout. Ah, activité fait pas temps. Au contraire, son petit temps prend là pour venir renouveler obligation BRH moyen. On entend parler de obligation BRH. Qui ça lié même? Obligation BRH, c'est un produit banque centrale mettez sous marché pour faire l'argent fait petit. Dès pour petit 50 000 gouttes ou qu'à mettre dans l'obligation BRH cap rapporte 7% intérêt chaque année. 7% intérêt chaque année? Ça bon net oui. Et bien son petit dollar m'ta pas lâcher pour me serrer oui Fanny. Ah, pas jouer nos ma chère. Qui a fait acheter dollar serré ça? S'il descend ou bon, s'il monte, BRH a mettre un petit plus sous 7% là. Qui donc pas de perdu non ma chère. D'ailleurs, c'est renouvelé, l'obligation BRH là pour 3 mois. Et puis qui côté exactement m'a besoin de produit ça? Ou a besoin dans toute banque yo, à toute coopérative qui dans fédération yo, ak dans l'autre institution financière yo. Eh bien, avec obligation BRH, tout j'aime gagner. Ou pin parler Carole, malé. Kounia, gen plus avantage toujours l'entrée dans l'obligation BRH. Si vous faites le fait 3 mois, BRH a boss 7% intérêt. Si c'est 6 mois, intérêt à 7,25%. Et puis, si quoi vous faites une année dans l'obligation BRH, vous avez 7,50% intérêt sous maman l'argent. Mettez pour mettez. Les campés à côté, la téfane était là. La fais affaire marché, toujours Jean ou tablé, ou toujours faire confiance, passer le bas performance, ou satisfait sans mot, lorsque client Sogé Bank, toujours bas côté mes amis, Sogé Bank, toujours bas côté, Sogé Bank, toujours bas côté mes amis, Sogé Bank, toujours bas.
Vous suivez le magazine économique sur Radio Métropole chaque dimanche à 3h et sur Télémétropole, le rendez-vous économique le dimanche soir à 7h. On parle de football et de business. Oui, ça existe. La chaîne de valeur, plusieurs maillons dans la chaîne et des spécialistes qui font le travail. Monsieur Antonetti, vous avez bien expliqué que c'est du business. Il y a des investisseurs, il y a des académies. Et puis, il y a peut-être des hommes d'affaires qui écoutent cette émission, c'est un rendez-vous économique, et des jeunes également qui veulent s'engager dans tout ça. Est-ce qu'on peut avoir un cas, par exemple, en France, pour nous dire, voilà comment ça a fonctionné, quels sont les joueurs qui ont bénéficié, et quels sont les investisseurs qui ont pu réellement avoir du rendement, comme on dit en économie, la rentabilité financière de tout ça? Alors, il y a un cas d'un formateur français qui s'est lancé là-dedans dans la constitution d'académie, qui s'appelle Jean-Marc Guillou. Un grand joueur français connu en Haïti, ex-grand joueur, très connu ici. Et donc, ce monsieur a créé une académie en Côte d'Ivoire. Alors, je ne saurais pas vous le dater, mais je dirais il y a une quinzaine d'années, peut-être un petit peu plus. Et donc, il a mis en place un modèle économique autour de ce genre d'académie. Je pense qu'il a été un petit peu précurseur dans ce domaine-là. Et il avait en plus la compétence du formateur. Et il est allé sur place, détecter les talents, créer son académie. Et il a sorti, alors notamment le plus connu, c'est Yaya Touré. On connaît bien. Voilà, donc sur ce mode de fonctionnement que je vous ai expliqué un petit peu tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a une académie, il y a un club et il y a une possibilité ensuite de transférer les joueurs. Il n'y a pas que le Barça qui transfère des joueurs au PSG, il peut y avoir un club local ici haïtien, alors le club sportif Saint-Louis pour ce que moi je connais, qui peut transférer des footballeurs en Europe. Donc il y a le cas le plus connu qui est celui de Jean-Marc Guillou. Je vous ai parlé aussi de cet investisseur ghanéen qui lui est un investisseur purement local, qui a su sur le marché français faire partir Michael Essien, qui est passé par le Sporting Club Bastia, puis par l'Olympique Lyonnais, et qui a terminé à Chelsea, qui a joué au Real Madrid. Il y a aussi aujourd'hui Génération Foot, qui fait un peu office de référence. Mais pour en revenir à Jean-Marc Guillou, je crois qu'aujourd'hui, il a des académies à peu près dans tous les pays d'Afrique ou dans de nombreux pays africains, et il continue à faire signer des joueurs en Europe année après année. Et c'est un business qui fonctionne bien, un modèle économique qui fonctionne bien, puisqu'il perdure. Et les centres de formation français produisent beaucoup de bons joueurs et qui vont à travers l'Europe. Patrick Vieira, cette semaine, disait pourquoi les joueurs de l'Angleterre ne viennent pas dans les centres de formation en France. Pourquoi ils ne s'intègrent pas? Parce qu'il pourrait y avoir un circuit facile également pour revenir du côté de la France. C'est Vieira qui faisait cette déclaration. C'est vrai que c'est une bonne question. Après, je pense que c'est un problème économique aujourd'hui. Et puis après, il y a un problème aussi. Mais quel secret vous avez en France pour produire les... Ah, pourquoi Alors, c'est une excellente question. Je pense qu'il y a un travail qui est fait vraiment au niveau de la Fédération française de football qui est exceptionnel. Et je pense que tout part de là. L'impulsion, elle part de là. La France a une tradition de formation, quels que soient les domaines. Et je pense que dans le football, ça a été bien compris et suffisamment tôt, puisque à l'époque déjà, il y avait ce qu'on appelle l'INF Vichy, qui rassemblait des joueurs de la France entière pour les former. Donc, je pense que le modèle est viable, ça donne des résultats. Oui, le modèle est viable, bien évidemment. Le modèle est viable. Puis au-delà de ça, on peut se projeter un petit peu plus loin, se dire que si demain, il y a un modèle de formation qui est mis en place à grande échelle en Haïti, attention, un modèle qui soit sérieux, qui soit concret, qui puisse perdurer, à ce moment-là, pourquoi ne pas penser à des retombées économiques si demain la sélection nationale atteignait des objectifs élevés tels qu'une qualification en Coupe du Monde? Haïti l'a déjà fait par le passé. Le football a énormément évolué depuis lors et malheureusement, le pays n'a pas pris le train en marche et il y a un retard immense à rattraper. Mais quand on part de zéro, on peut très vite arriver à des résultats. Et c'est là où votre réflexion elle est pertinente sur le potentiel pour des investisseurs de réussir dans un modèle économique lorsqu'on part de zéro. Voilà. Le club sportif Saint-Louis réussit aujourd'hui avec aucun moyen. Voilà. Aujourd'hui, les moyens financiers du club sportif Saint-Louis ne sont rien à côté de ce qu'il faudrait pour faire quelque chose de conséquent. Et pourtant, Karl-Heinz Sarkus est en train de réussir en Europe.
Voilà. Je trouve d'ailleurs qu'il est très sous-médiatisé en Haïti pour les performances et ce qu'il accomplit. C'est quand même assez exceptionnel. Aujourd'hui, c'est un garçon qui intéresse des clubs des échelons supérieurs, qui a 22 ans, qui est sur des performances en sélection exceptionnelles et qui, dans son club, est considéré comme l'un des meilleurs atouts. Donc je pense que ça aussi, il faut le valoriser. Il faut se dire, nous, Haïtiens, nous pouvons réussir. Il n'y a pas de fatalité. Et la preuve en est, il y a des joueurs qui suivent aujourd'hui les traces de Carlen Sarkus, puisque le club sportif Saint-Louis a fait signer l'Everton Pierre, alors à l'époque au Sporting Club Bastia, qui a disparu depuis, mais l'Everton Pierre aujourd'hui il est pro à l'AC Ajaccio, professionnel. Et il y a un autre joueur aussi qui a signé à l'AC Ajaccio tout récemment, il y a quelques mois encore, et qui s'appelle Shilo Vakelus, et qui vient aussi du club sportif Saint-Louis. Donc le club sportif Saint-Louis, sans moyens énormes, a su mettre en place en étant cohérent et en étant pragmatique, il a su mettre en place un embryon de structure qui permet à des joueurs d'évoluer en Europe. C'est déjà exceptionnel, mais il y a quelque chose d'autre à faire. Le défi, c'est la masse critique, parce que depuis, vous étiez peut-être trop jeune même pour le savoir, que dans les années 80, le club sportif Saint-Louis était le précurseur avec des contacts avec le football club de Nantes. Il y avait Patrick Tardieu, il y avait Maurice Derivoire, donc c'est une tentative qui était déjà établie. Et il y a des joueurs haïtiens qui ont réussi en France, comme Jean-Jacques Pierre, ou encore celui Jeff Louis, récemment. Donc en ce sens, c'est comment créer cette masse critique, comment y croire et qu'il y ait des investissements sérieux. Donc est-ce que de votre côté, en France, vous seriez prêt à renforcer ce lien, comme Jean-Marc Guillou l'a fait du côté de l'Afrique, en Côte d'Ivoire. Donc c'est comment mobiliser tout ça. Et comme vous l'avez si bien dit, exporter les joueurs, améliorer la balance commerciale, donner des opportunités à ces jeunes également qui peuvent briller en quelque sorte. Qu'on cesse d'être des consommateurs à regarder à la télévision, mais qu'on sache, ok d'accord, c'est bien de regarder, mais on fait de l'argent avec tout ça également. Exactement. Alors, aujourd'hui, vous parlez de footballeurs qui ont réussi. Il faut parler aussi du programme qui avait été lancé par M. Lescouflair en son temps lorsqu'il était ministre, qui était un programme qui allait dans la bonne direction et qui était un programme national. Et Jean-Jacques Pierre en a bénéficié. Vous connaissez Jean-Jacques? Bien sûr, je le connais. Je connais le joueur, je le connais un petit peu personnellement pour avoir échangé à quelques reprises avec lui. Qu'est-ce qu'il fait en France maintenant? Alors, je sais qu'aux dernières nouvelles, il jouait dans un club de 4e division Grandville, mais je crois qu'il a arrêté là. Et il essaie de passer ses diplômes d'entraîneur. Oui, voilà. il est intéressant. Je pense que ça serait une belle opportunité aussi pour le football haïtien d'avoir un homme de sa qualité et de sa droiture. Et de son sérieux. Voilà. C'est de ce genre d'homme dont le football haïtien a besoin. J'ai bien aimé ce point, parce que je suis ce bonhomme qui s'appelle Dembélé. Quelle aptitude. Hier encore, il a marqué un but spectaculaire. Mais l'attitude. Parce que c'est bien d'avoir le talent, mais réussir en professionnel, c'est le mental aussi. Alors, vous mettez le doigt sur... Donnez un conseil pour nous, à ces jeunes qui nous suivent. Alors, c'est un conseil aujourd'hui que je peux donner. Enfin, déjà, c'est un point qui est fondamental et vous faites bien de mettre le doigt dessus. Aujourd'hui, nous, quand on recherche un footballeur en Haïti avec le club sportif Saint-Louis, on a la chance d'avoir M. Lescouflair qui... Dites-le, un dictateur sur le terrain. Vous pouvez le dire, c'est ainsi qu'il fonctionne. C'est ça. Et dans le club. Oui, c'est le dictateur. Mais sur la discipline, il est intransigeant. Et aujourd'hui, c'est ce que les clubs français ont compris aussi. Souvenez-vous, la France n'a pas toujours été la championne du monde qu'elle est aujourd'hui. Souvenez-vous de ce qui s'est passé en Afrique du Sud avec l'affaire du but de Naïsna et sur l'état d'esprit des footballeurs. Voilà. Aujourd'hui, depuis Naïsna, dans les centres de formation, il y a eu une prise de conscience collective sur l'état d'esprit des footballeurs. Et aujourd'hui, je pense que, quelle que soit la discipline, football, athlétisme, quel que soit le sport, il n'y a pas de grande réussite sans un mental et une discipline exceptionnelle. C'est ce qu'un garçon comme Carlen Sarkus a, par exemple. Et nous, on est très attentifs à ça. C'est-à-dire qu'il peut y avoir de très bons footballeurs en Haïti, mais sur lesquels on n'aura pas forcément envie de miser parce qu'on sait qu'ils se perdront en chemin parce que l'état d'esprit n'est pas là. Voilà. Donc, aujourd'hui, si j'ai un conseil à donner aux jeunes footballeurs haïtiens, c'est que... il y a une constante dans une réussite dans le football, c'est le travail, la rigueur, la discipline.
Et ensuite, avec un peu de talent ou beaucoup de talent, on arrive haut ou plus ou moins haut. Mais par contre, si on n'a pas le mental, on n'y arrive pas. L'altitude est déterminée pas seulement avec l'aptitude, mais l'attitude est fondamentale. L'attitude, exactement. C'est exactement ça. Voilà. Donc, votre séjour en Haïti, vous l'avez aimé? C'est votre premier séjour? Non, c'est mon 3e séjour. C'est mon 3e séjour. Donc, il y a un intérêt réel là. Ah, il y a un intérêt réel. Il y a un intérêt réel. Moi-même, j'investis beaucoup de mon temps, un petit peu aussi financièrement pour pouvoir être là, parce que j'y crois. Voilà. J'y crois fondamentalement. Et je pense qu'aujourd'hui, si des personnes sérieuses, rigoureuses, qui ont envie de faire des choses dans le monde du football s'associent, parce qu'aujourd'hui j'ai l'impression qu'en Haïti chacun fait son petit truc de son côté dans le football et en fait le football n'en sort pas grandi et n'en bénéficie pas. Donc aujourd'hui c'est clair que je pense que ce soit le club sportif Saint-Louis, mais j'ai envie de parler à des clubs de province aussi, j'ai envie de parler à des clubs de la zone métropolitaine. Voilà, n'hésitez pas à vous structurer comme il faut, mais sur des référentiels non plus locaux. Il faut prendre pour référence ce qui se pratique aujourd'hui en Europe et ce qui s'est fait aussi en Afrique pour suivre le bon chemin et ne pas continuer à parler de football sans s'y investir durablement et concrètement. Je ne peux pas vous laisser partir sans parler un peu de politique. Et les deux pays, Haïti et la France, on a des liens très étroits. Et ces jours-ci, avec vos gilets jaunes, nous avons également les Petro-Challengers ici. Il y a beaucoup de relations. On parle de justice économique, de justice sociale, mais le football également a un problème d'inégalité. On sait bien que 10% des joueurs contrôlent à peu près 48% de la masse salariale, qui fait que 90% avec 52%, on parle de coefficient de Gini, l'inégalité. Comment le football professionnel, comment pourra-t-on éviter cette injustice? Parce qu'il y a quand même 30 à 40% de joueurs qui, parfois, vont terminer dans des conditions extrêmement difficiles. Donc, il ne faut pas avoir seulement les avantages, mais comment minimiser ces problèmes sociaux? Alors, déjà, moi, si j'ai quelque chose à dire, c'est que s'il y a, pour moi, le plus grand ascenseur social au niveau mondial, que ce soit au niveau national, mais au niveau mondial qui existe, je pense que c'est le football. On ne voit pas des personnes partir d'aussi bas et arriver aussi haut. Avant dans les favelas, les bidonvilles au Brésil, c'est le cas classique. Il n'y a aucun doute. Exactement. Donc déjà, je pense que c'est une grande victoire de ce sport de permettre à des personnes qui n'ont aucune perspective d'avoir un espoir. Comme vous l'avez dit au début de l'émission, il y a énormément d'appelés et tellement peu d'élus. Mais il y a quand même des élus. Ils peuvent partir de très très loin. Ça, c'est le premier point. C'est vrai qu'il y a de fortes inégalités aujourd'hui dans le monde du football, des inégalités salariales importantes. Malgré cela, moi, je préfère raisonner en termes d'écosystème. C'est-à-dire que j'aime pas me focaliser sur la fortune de tel footballeur. J'aime bien me dire, ce footballeur fait fortune, mais combien d'autres personnes vivent grâce à ce footballeur et ont un travail grâce à ce footballeur. Et si on raisonne en termes d'écosystème, déjà, on se rend compte que, sur ce deuxième point-là aussi, socialement, le football a une influence positive. Voilà. Donc, ascenseur social et écosystème des personnes qui bénéficient du football. Et ensuite, sur les inégalités, moi, je trouve aujourd'hui que, de toute façon, si on reprend l'histoire de l'homme, depuis que l'homme est l'homme, il existe des inégalités. Et bien évidemment, il faut les réduire. C'est ce à quoi s'est attachée la FIFA avec toute cette réglementation pour éviter que les pays du tiers-monde ne soient pillés par les clubs européens, ce qui s'est passé à une époque. Donc c'est déjà très positif. Je trouve que le système des transferts est quand même un système qui rétablit un certain équilibre économique et une certaine justice. Aujourd'hui, vous avez des footballeurs de Ligue 1 ou de Ligue 2 qui ne peuvent pas réussir dans les plus grands clubs, mais qui bénéficient de salaires tout de même importants parce que ce système de transfert existe et qui permet aux plus petits clubs d'avoir des retombées économiques lorsqu'ils forment un très bon joueur. Donc il y a la protection des contrats, c'est quelque chose à mon avis de fondamental. Et on parle aujourd'hui d'une réforme
où, au niveau de la FIFA, on abolirait le système des transferts, là, je pense qu'on aurait une véritable rupture inégalitaire pour le futur, puisque à ce moment-là, le Barça pourrait venir récupérer tel joueur dans tel club sans indemnité de transfert aucune. Et donc, quel intérêt à ce moment-là pour ce petit club de former des footballeurs? Quel intérêt de valoriser les talents si c'est pour se faire piller ensuite? Et économiquement, il ne sera même pas capable de lui verser une rémunération qui pourrait correspondre à ses attentes. Donc aujourd'hui, l'avocat que vous êtes a sa raison d'être alors pour protéger ces inégalités des grands par rapport aux petits, que ce soit pays par rapport à d'autres pays et club par rapport à d'autres clubs. Exactement. Ma dernière question, c'est qu'est-ce que vous voyez comme perspective pour tout ce qui se passe en Europe, qui est devenu le théâtre du football mondial, et la tentation des grands clubs d'avoir leur propre compétition, et on parle même aujourd'hui qu'ils jouent le week-end, et de renvoyer tout ça, à savoir les championnats nationaux au niveau local. Est-ce que vous pensez que dans 10 ans, on aura vraiment un autre espace footballistique totalement différent de ce qui se passe? Même la Coupe du Monde pourrait ne pas exister de cette façon? C'est possible. C'est possible, c'est possible. Je pense qu'à long terme, le football serait perdant, puisque lorsque les grands et les puissants, je pense qu'en Haïti, vous êtes quand même bien placé pour le savoir, lorsque les grands et les puissants se rassemblent en une toute petite caste pour tirer tous les bénéfices économiques d'un secteur, c'est tout le reste de la population qui en pâtit. Et je pense que c'est vrai aussi aujourd'hui dans le football. Si demain tous les grands clubs viennent à s'assembler pour jouer entre eux et tirer tous les bénéfices économiques qu'ils peuvent du football sans que les autres puissent en bénéficier, je pense qu'on aurait là une véritable rupture encore, qu'on aurait un appauvrissement du football européen et du football mondial, parce qu'aujourd'hui, ce sont des investissements, la formation, créer des académies, le recrutement, la valorisation des footballeurs. Il y a des investissements importants qui sont faits par des clubs intermédiaires. Vous parliez de Patrick Vieira, aujourd'hui il est à l'OGC Nice. C'est un club que je connais bien puisque c'est là où je vis. Et que deviendraient ces clubs-là s'ils n'ont pas cette possibilité de participer à des compétitions de premier plan, qui n'ont pas la possibilité de jouer face à des grands clubs de premier plan? Leurs investissements en formation, ça serait terminé. Leurs investissements en termes de détection, ça serait terminé. Leurs investissements en termes de valorisation des potentiels, ça serait terminé. Et c'est tout le football qui s'en trouverait, à mon avis, appauvri. Et on aurait, à mon avis, une espèce d'effet rétro, un retour en arrière, où le secteur professionnel serait très étroit et on aurait un monde du football beaucoup plus amateur, moins structuré et qui, globalement, générerait moins de profit et donc détruirait aussi l'écosystème qui est le football, parce qu'il y a bien évidemment les footballeurs qui en vivent, mais il y a tous les gens qui vivent du football autour. Donc je pense que économiquement ça serait extrêmement négatif si je raisonne à l'échelle macroéconomique. Pierre Antonetti, merci beaucoup pour la visite. Le prochain voyage en Haïti, c'est pour quand déjà? Il n'est pas encore programmé, voilà. Ça dépendra un petit peu de notre travail avec le président Lescouflière. Merci et bon voyage et merci pour l'émission. Merci à vous pour l'invitation, au plaisir. Ciao, à la semaine prochaine.